Donc bonsoir à tous, merci d'être venus pour ce nouveau format qu'on lance un peu qui s'appelle les Design Talks. Donc ça fera soit des formats conférences un peu plus longs comme celui-ci, qui oscille entre une demi-heure et 45 minutes, soit des petits, donc plutôt des lightning, qui durent entre 10 et 20 minutes. Donc on a déjà fait des Tech Talks ici, en tout cas à Lille. Généralement on est en coworking et on en fera d'autres, et on en fera d'autres en design, avec des gens soit de chez nous, Dernier Cri, soit des externes, pour créer ces petits rendez-vous où on se rencontre. Donc l'idée c'est petite conférence. Après, si vous avez des questions, il y a un micro qu'on sera tourné. C'est pas pratique, mais on en a un. Et ensuite, on a réservé une salle dans un bar qui est juste à côté. Donc si vous voulez continuer à échanger après, c'est avec plaisir. Ça vous va? Super. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des notifications et surtout comment parler avec nos utilisateurs sans qu'ils nous détestent. Ça a été assez complexe de faire cette conférence parce que il fallait prendre en compte 3 pans. Déjà, ce qui est possible de faire techniquement, ou ce que je peux faire, ce qui est possible de faire légalement, ce que j'ai le droit de faire, et ce qui est possible de faire éthiquement. C'est-à-dire, est-ce que c'est moral de le faire? Et du coup, chaque conseil que je vais donner, ils oscillent un peu entre ces 3-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses où ça peut paraître trop éthique et ultra restrictif au niveau du produit. Et il y en a d'autres où on va se dire en fait c'est vraiment un connard. Enfin, de faire ça, c'est vraiment pas bien. Mais en tout cas, l'idée c'est, j'ai préféré me baser sur la perception de l'utilisateur. C'est-à-dire comment moi, en tant qu'utilisateur, ou n'importe qui en tant qu'utilisateur, va ressentir ça. Et comment on peut faire pour que notre produit le ressente au mieux. Donc voilà, donc ça va être des petits conseils simples à appliquer. Et drôles, au possible. Donc rapidement, moi je m'appelle Arthur Rotrou. Donc ça s'écrit comme retrou comme un trou, c'est assez facile à mémoriser. J'ai 26 ans et je suis UX designer donc chez Dernier Cri ici à Lille. Donc en tant que UX designer, je conçois des parcours tous les jours pour des applications. Donc un séquençage d'écran le plus agréable possible pour qu'ensuite l'utilisateur puisse naviguer dans les produits. Et en fait, cette conférence elle m'est venue en disant qu'à ce moment-là, on pense jamais aux notifications. Et du coup, ce serait intéressant de s'y pencher déjà à ce moment de la conception. Et ça marche plus? Ah si. Wow, wow. Il y a du spoiler là. Il y a un petit delay ou? C'est une nouvelle télécommande, c'est pour ça. Allez, vos potes. Ok. Donc je travaille donc chez Dernier Cri. Chez Dernier Cri, en fait, on est une sorte de, on se considère comme une machine à faire des startups qui réussissent. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on les accompagne de la conception au design. Ensuite, on continue en développement. Et ensuite, on peut passer sur de l'hébergement ou du CTO externalisé en attendant qu'il y ait de recrutement en interne. Donc voilà, on essaye de faire tout le cycle de vie, en tout cas du lancement. Et après, on peut continuer pour les produits qui veulent. Donc j'ai d'autres passions dans la vie. La première, c'est mon petit chat. Qui ressemble à quelqu'un d'assez connu, mais pas pour les bonnes raisons. Ça va être chiant ça. Alors donc une deuxième passion dans la vie en fait c'est donc je suis fumeur et en fait j'adore les images sur les paquets de clopes et du coup je m'amuse à inventer des légendes pardon. Du coup ça c'est un peu la mort par radiateur qui ressemble à une mort d'ailleurs dans Desperate Housewives assez triste. J'adore boire des bières en festival donc à mes heures les plus glorieuses dans la boue c'est encore mieux. Donc voilà ça c'est ma prochaine photo LinkedIn. Et il y a quelques années, j'ai démarré et puis abandonné une page Facebook. Enfin, elle est toujours là, mais juste je l'alimente plus. Ça s'appelle BuyShit. Et donc, littéralement, en fait, on pouvait acheter des produits de merde sur Amazon. Moi, j'y gagnais rien, mais je trouvais ça drôle. Donc, on avait des super produits comme un livre pour apprendre la sécurité des flingues à son chat. Et entre autres, la drogue aussi, le satanisme. Enfin, quelques petits concepts intéressants pour les félins. Il y avait aussi ce petit livre de cartes mignonnes pour annoncer des mauvaises nouvelles. Donc voilà, on a par exemple ici, c'est la syphilis. Pardon. Pas de problème, bienvenue. On a aussi je baisse ta femme. Enfin voilà, on a d'autres bonnes nouvelles comme ça qui sont assez sympas à annoncer avec des animaux mignons. Et ensuite, on a cette super lumière de vélo qui, selon la description Amazon, était en forme de cœur. Donc voilà. Pourquoi pas. Donc voilà, il y a d'autres produits comme ça, vous pouvez y aller, il y a les liens Amazon, moi je gagne rien là-dessus.
c'est juste marrant. Puis voilà. Donc maintenant qu'on est un peu plus intime, dans la salle, est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'une notification supprimée, en tout cas enfin désactivée, c'est 10 de plus? Est-ce que vous pouvez lever la main? Est-ce que vous avez déjà eu? Un, deux? Oh, pas beaucoup, c'est bien. Vous avez confiance en les notifications. Et qui parmi vous a déjà reçu des notifications pour jouer à Candy Crush venant de la part d'amis? Ah voilà. Donc en fait, par rapport à la première question, l'idée c'est qu'on a toujours l'impression qu'on en a trop, des notifications. Ça c'est vraiment le côté quantité et ça s'arrête jamais. Et la deuxième question ici, c'est de se dire, on ne comprend pas pourquoi on les reçoit. Et le cas de Candy Crush, en fait, c'était juste pour repositionner pour ceux qui n'ont pas levé la main. On recevait des notifications de Candy Crush d'amis, et du coup, on engueulait ses potes en disant, mais moi, je veux pas jouer à ton jeu de merde. Et en fait, eux, ils disaient, mais c'est pas moi qui te l'ai envoyé, et du coup, on comprenait pas. Et en fait, c'était le jeu qui l'envoyait un peu en automatique. Donc bon, du coup, on comprend pas pourquoi on reçoit les notifications la majeure partie du temps. Donc du coup, juste pour redresser un petit bilan, c'est quoi le problème aujourd'hui? On va y arriver. Wow. Fait un peu ce qu'elle veut cette télécommande en fait. C'est pas parce qu'elle... Désolé. Hein. Ok. Donc en fait, moi aujourd'hui dans mon métier, ce que je fais, c'est que on fait un atelier de conception, ce qu'on appelle un atelier de conception. On prend l'idée du produit et on va définir ce qu'on appelle un parcours. Donc un parcours, ça ressemble à peu près à ça. Donc en fait, ici, on a les acteurs, et ici, on a l'objectif final. Et en fait, on va créer des grandes étapes pour symboliser les interactions entre chaque. Et le but, c'est ensuite de transformer ce parcours, qui sont des grandes étapes, en écran. Donc ça ressemble à peu près... Il se passe quoi en fait là? Ok. Donc en fait, ça c'est un séquençage d'écran. Donc on peut voir effectivement ici, là-bas, qu'on commence sur de l'inscription, ensuite on commence à... Enfin, de la connexion, pardon. On arrive, on sélectionne un film, on réserve une place, et ainsi de suite, jusqu'au ticket. Donc du coup, là, on voit bien le parcours de l'utilisateur au travers des différentes étapes. Ensuite, on va animer ça. Donc on va créer, nous, en fait, ce qu'on appelle un prototype interactif, juste pour que ça ait l'air réel. Ensuite, on va le tester avec des utilisateurs, et ensuite, on va passer en développement. Donc nous, ça, c'est la bonne méthode. Et enfin, c'est la bonne méthode, c'est la nôtre en tout cas. Et l'idée, c'est juste après ça, en fait, on commence à avoir des questions qui émergent. Si on doit lui dire qu'il y a une promo, par exemple, ou est-ce qu'on doit communiquer des messages avec lui. Et alors là, le premier recours, c'est vraiment de commencer à mettre des pop-up de partout. On a vu le cas avec RGPD dernièrement, et c'est un enfer. Ça arrive de partout, du bas, d'en haut, des pop-up, vraiment, vraiment un enfer. Je vous laisse apprécier ce moment qu'on a tous vécu. Donc du coup, à partir de ce moment-là, on se dit, bah voilà, c'est la seule solution qu'on a, parce que le produit est déjà sorti, donc on va partir là-dessus. Et du coup, après, il y a une autre problématique, ils ont dit, mais si l'application n'est pas ouverte, bon bah là, c'est pas grave, on va juste le flouder, comme c'est pas possible de notification, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Et donc là, on commence vraiment à rentrer dans un cercle vicieux où on se dit, la seule solution, c'est la seule, toujours par le même canal, parce que l'application n'est pas ouverte, alors qu'il y a aussi des mails. Et donc en fait, on arrive à, bah non, on n'a pas du tout pensé à ça. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui peut nous arriver, nous, avec le client, en disant, bah non, on n'a pas du tout pensé à ça, on est obligé de l'admettre, parce qu'on ne l'a pas pensé dès la conception. En fait, aujourd'hui, on a fait la concession d'inclure ces sollicitations dans nos vies. Donc c'est une réflexion qu'on doit tous avoir avec nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est normal de passer X heures par jour à regarder des notifications, et justement voir même des notifications qu'on jette tout de suite. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on l'a inclus. Ça va être un peu chiant, ce truc. Et donc, on en arrive à 71% des utilisateurs qui désinstallent une app à cause de notifications abusives. C'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'email, par exemple, donc il y a très peu de gens qui cliquent tout en bas sur se désinscrire. Ça représente à peu près 5%. Donc c'est énorme de se dire qu'il y a 71% juste pour critères de notification, parce qu'ils ont téléchargé votre produit, donc ils ont déjà montré un intérêt à la base pour ce produit. C'est énorme de se dire qu'il y en a juste sur critères de notification qui vont désinstaller à cause de ça. Donc si on remonte un petit peu à l'origine, ça sert à quoi une notification? Donc notifier, c'est faire connaître. Ça c'est la définition Larousse, ISO qu'on trouvera partout. Ça marche comme ça? Non, pas du tout. Donc,
Si au plus loin, si je fais une petite histoire assez rapide, déjà à l'époque de la Chine antique, il y en avait même avant. Hein. Donc là c'est un super extrait de Mulan, super film. Donc voilà, on voit bien qu'en fait on allumait un feu, qui en allume d'autres et qui prévenait les attaques. Et il y a cette idée de transmission du message d'un point A à un point B. Ensuite, on a eu les petits garçons, les Paperboy, donc justement qui criaient l'info et qui nous tenaient au courant. Et ensuite, on a eu le premier message d'Internet, le Hello World. Et aujourd'hui, on en est arrivé à ça. Cette petite pastille rouge qu'on a tous en fait sur nos devices. Et tant qu'elle n'est pas partie, on n'est pas rassuré. En tout cas, il se passe quelque chose. Il y a une petite angoisse qui se crée. Donc aujourd'hui, une notification, c'est en fait toute communication externe qui interrompt l'activité en cours. C'est-à-dire ça nous informe, ça nous vend des produits, ça peut être n'importe quoi. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on sait, dès que j'ai créé le titre de Notif qui saoule, l'idée c'est que tout le monde s'identifie parce que notification, ça saoule. Il n'y a pas de notification, c'est génial. Enfin, j'ai jamais entendu ça dernièrement chez les gens. Et donc aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'une notification, ça interrompt ce qu'on fait. Donc pour le bien, pour le mal, mais ça interrompt. Donc il y a plusieurs intérêts. Donc à la base, l'intérêt pour l'utilisateur, il y en a beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, là, elle fait vraiment toute seule en fait. Ça va être assez chiant. Voilà, donc on a plusieurs intérêts pour l'utilisateur. Donc l'information ou la découverte. Il reçoit ça en temps réel. Et en même temps, c'est sur le support adapté. C'est-à-dire que quand c'est bien fait, je reçois bien sur les supports qui correspondent. Donc ça, c'est le côté vraiment pur de j'ai vraiment envie d'informer l'utilisateur de manière légitime, sans abuser. L'intérêt pour l'annonceur, c'est diffusion en temps réel. Lui, il balance ses messages, mais vraiment en temps réel, surtout pour le marketing. Sur tous les supports à disposition. Concrètement, il y a un panel aujourd'hui de supports, parce qu'on parle beaucoup du smartphone, mais il y en a énormément d'autres qu'on peut utiliser. Et enfin, faire du cash. Qui est quand même son objectif premier, c'est normal. Ok, alors pourquoi ça nous casse les couilles? Donc là, si on rentre vraiment dans le vif du sujet, qu'est-ce qui nous énerve dans les notifications? Alors, j'ai vu plein d'articles sur Medium en faisant mes recherches pour cette conférence. Donc moi je cherchais des informations, des conseils sur les notifications et les trois quarts c'était juste pourquoi j'ai arrêté, pourquoi à chaque fois ils essayent de nous avoir, voire même celui-là qui était assez extrême. Donc j'ai eu tellement de notifications push qu'elles m'ont carrément poussé en dehors d'une falaise et je suis morte. Bon, donc un peu compliqué, mais du coup on se dit ouais, il y a des gens ils vont dans les extrêmes pour les notifications, c'est quand même pas prévu. Donc pourquoi ça nous énerve? Alors déjà, il y a ça, justement, si on revient sur cette petite boule rouge. En fait, aujourd'hui, on n'a pas de sentiment de satiété tant que toutes les boules rouges sur l'écran, elles sont pas nettoyées. Ça fonctionne un peu comme un chasse-taupe. Donc du coup, la première, c'est cette petite boule rouge. Il y a des gens qui passent leur écran d'iPhone, d'Android en noir et blanc, pour dire d'être moins attirés par les boules rouges. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, c'est qu'il y a vraiment un problème là-dessus. Le deuxième, c'est le son. Il faut... Ah. Qui fonctionne pas. Toi tu l'as? Moi je l'ai pas. Voilà, donc c'est tous ces petits sons, toutes ces vibrations qu'on a à droite à gauche et justement qui nous exaspèrent un petit peu. Ça aussi c'est agaçant et c'est quelque chose qui nous pourrit en tout cas au quotidien par rapport aux notifications. Donc là c'est un cas un peu extrême. Enfin, si vous avez ça, faut débrancher un peu. Donc du coup, on va commencer à en parler sérieusement. J'ai dû diviser les conseils en 5 grandes parties. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une notification est composée de ces 5 parties. Il va y avoir des redites, des choses qui vont se recouper. C'est normal, ça a été très difficile de le découper comme ça. Donc juste vous préviens. Donc au départ, il y avait 5 éléments. Donc l'idée, c'est qu'on va commencer à se pencher sur l'intérêt, donc le pourquoi, le message, qui se concentre sur la forme, le support, donc vraiment le comment, le moment, donc le quand, et la fréquence, qui est du coup la récurrence. Donc effectivement, chaque notification est composée de ces 5 éléments, et donc du coup c'est assez compliqué de distinguer des conseils sur chaque. On va essayer. Si la télécommande va bien. On ne peut pas essayer de décaler l'ordi, peut-être que c'est le capteur qui est caché.
Je sais pas, c'est de l'infrarouge ou quoi? Technologie de 98. Voilà, ok. Donc on va commencer par l'intérêt. Donc on sort en moyenne 221 fois notre smartphone de notre poche par jour. Ça paraît énorme, mais c'est les stats. Et c'est pas forcément que la génération Y, parce qu'ils essayent de faire justement des panels assez confondus. Sur les 221 fois, on peut raisonnablement dire qu'il y en a quand même beaucoup pour regarder l'heure. Ensuite, il y a des notifications. Et ensuite, peut-être qu'on a des appels et des messages. Qui, je pense, la majeure partie du temps, pour des gens assez connectés, on a moins d'appels ou de messages que de notifications externes. Sauf si on est dans des groupes de 45 personnes. C'était une attaque un peu. Donc du coup, l'idée, c'est comment on peut faire pour intéresser ces gens. Parce que l'idée, c'est que sur 221 fois, disons qu'il y en a 70 qui sont pris par les notifications, comment sur ces 70 on les fait pour les intéresser et qu'ils comprennent en tout cas pourquoi on les interrompt dans leur activité. Donc le premier concept, c'est l'utilisateur doit toujours comprendre la raison de cette sollicitation. Donc la compréhension du pourquoi je reçois ça. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des spams un peu comme ça. Généralement c'est pour les mecs. Généralement. C'est un peu décorrélé parce qu'une notification c'est quelque chose où c'est un produit sur lequel je me suis inscrit et donc je reçois une notification alors que là un spam je ne l'ai pas demandé. Par contre c'est la même chose dans le sens où je ne comprends pas pourquoi je le reçois. Donc c'est-à-dire que je dois faire un cheminement de pensée en disant en fait je suis allé sur ce site puis sur celui-là et je me suis inscrit là et du coup je reçois ça. Et s'il fait la même chose pour votre application en disant pourquoi je reçois une sollicitation pour quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout sur ce produit, il va devoir chercher aussi. Et donc du coup, c'est un travail qui n'est pas nécessaire et en fait qui va le fatiguer au bout d'un moment. Moi je reçois sur Facebook justement des propositions de pages donc pour le Vatican et pour des chiffres et des lettres. Et je me suis demandé si à un moment je ne m'étais pas gouré dans ma date de naissance, en fait en m'inscrivant sur Facebook tout simplement parce que c'est pas vraiment moi la cible. Le deuxième concept, c'est l'ouverture ou la lecture d'une notification provient toujours d'une motivation. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien identifier la motivation de mes utilisateurs par rapport à mon produit. Je crois que c'est l'appareil photo là, qui bloque. Le capteur, il est là. Oh. Ah voilà, il n'y a plus de capteur. Ça repart. Il recherche. Donc là, on va même brancher, remettre. Ah c'est bon, là, ça a bougé. Super. Ok. Donc du coup, en fait, si on demande aux utilisateurs de manière globale, et ça peut le faire avant, si par exemple votre produit est similaire à un produit qui existe sur le marché, même s'il a une légère subtilité, on peut facilement les questionner en disant pourquoi vous ouvrez les notifications de ce produit-là. Et on les classifie en deux colonnes. Donc tout d'abord la motivation, ce qui pousse à ouvrir les applications. Et le contrôle, en fait, c'est le sentiment de contrôle qu'a l'utilisateur. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est indépendant de ma volonté ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai désiré et donc du coup c'est plutôt positif. Donc on en a plusieurs. Ça va revenir. C'est un gag en fait. Ça va être chiant si ça... Tu crois qu'on peut l'avancer jusqu'ici? Ouais. Bon, c'est ce truc tout pourri là. J'ai encore le ticket. Wow. Voilà. Voilà. C'est de le tourner vers... Oui. Vers toi. On va le faire comme ça. Désolé. Donc il y a plusieurs raisons d'ouverture de notification. Attends, je vais peut-être m'asseoir. Je vais faire une conférence assis, désolé. Alors, donc la première, c'est la pire, forcément, c'est je ne vois pas l'intérêt des notifications pour ce produit. Donc, il est totalement immotivé, il sent qu'il n'a aucun contrôle. C'est-à-dire que vraiment, on lui impose ça, mais lui, il n'a aucun contrôle et il ne voit pas du tout l'intérêt. Le deuxième, c'est, pour moi, presque le pire, en fait, c'est je les ouvre parce que l'application m'y oblige.
Donc la motivation, elle est externe, elle ne dépend pas de lui. Et alors là, en sentiment de contrôle, effectivement, il est pas loin du Hockey. Je les ouvre parce que les autres le font autour de moi. Donc c'est une introversion, c'est-à-dire que c'est juste, je fais comme les autres, parce qu'il doit y avoir un intérêt, mais je ne l'ai pas encore perçu. Et donc le contrôle, il est moyen. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut déjà commencer à lui expliquer à quoi servent les notifications, ou en tout cas lui envoyer des notifications beaucoup plus pertinentes, par rapport beaucoup plus personnalisées. Donc je les ouvre pour être au courant des news importantes. Donc là, il identifie une des notifications que vous pouvez envoyer, qui l'intéresse. Et donc le contrôle est fort, parce qu'il choisit quand même de les ouvrir. Maintenant, en fait, il n'est pas forcément au courant des autres notifications que vous pouvez avoir, et donc il faut susciter l'intérêt de ces notifications pour essayer de diversifier ces actions. Donc je les ouvre parce qu'elles me correspondent. Alors là, c'est intégré, le contrôle est très fort, là, il y a quelque chose d'assez identitaire. Et je les ouvre parce qu'elles sont vraiment top. Bon, bah alors là, les deux dernières, c'est gagné. Il faut maintenir le cap et c'est souvent le plus difficile. Le concept numéro 3, donc une sollicitation fait toujours appel à une action immédiate de la part de l'utilisateur. Donc voilà, là on a des notifications qui servent à rien en fait. L'idée c'est juste de se dire qu'il y a une photo qui a été partagée, super. Tout est sauvegardé, génial. Alors là en fait on me notifie mais que j'ai rien à faire. Donc en fait ça c'est le pire parce que ça pollue et du coup je vais devoir les dégager alors qu'en fait j'ai rien à faire. Le meilleur exemple, et c'est un vrai exemple, de LinkedIn qui t'envoie ça. Ton profil a été mis à jour automatiquement. Super, ça dégage. Voilà, là-dessus, rien à faire. Par contre, s'ils avaient juste rajouté « Découvrez les nouveautés dès maintenant », et bien là, j'ai une incitation à l'action. Et donc là, peut-être que je vais tout de suite essayer d'aller voir ce qui s'est passé. Et sinon, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, on a un deuxième pan, donc, qui est le message. Donc l'idée du message, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de marketing sur les notifications, comment on peut faire. Mais il y a des principes très simples à mettre en place sans parler forcément d'incentive marketing. Pour commencer, on peut partir sur cette phrase de Hamlet, donc c'est pas tout jeune. Phrase de Briefty is the soul of the wit, donc la brièveté est l'âme des sages. Pour une fois, c'est pas trop long pour du théâtre, c'est plutôt cool. Et donc justement, c'est l'idée d'éviter de noyer l'utilisateur dans des flots d'informations totalement inutiles, dans le but généralement de le piéger, de toute façon. Donc ça amène là-dessus. Donc une notification trop longue ne favorise pas la lecture et crée des effets négatifs de lecture terme. Il y a une norme qui dit que en 16 mots, on peut comprendre le message et l'incitation à l'action. 16 mots, ça ressemble à peu près à ça. J'ai pas fait des mots compte triple, c'est vraiment une phrase assez simple et je pense qu'on peut véhiculer un message là-dessus. Donc ça c'est la norme scientifique qui dit que cognitivement on comprend en 16 mots l'incitation à l'action et l'offre. Après on a des restrictions forcément techniques. Donc là on peut voir par exemple sur les devices iOS, si on prend l'iPhone 6 qui est encore à ce jour un standard, on est limité à 156 caractères. Donc c'est à peu près, je ne sais pas si 16 mots ça rentre là-dedans, mais il faut que ça soit 16 mots et 156 caractères. Et alors là sur Android, 40 caractères, bon ça devient un peu compliqué. En tout cas sur le lock screen portrait, ce qui est le plus important, forcément, parce que s'il commence à fouiller dans ses notifications, c'est trop facile. Il y a très peu de personnes qui le font. Donc 40 caractères tout simplement parce qu'Android n'affiche qu'une seule ligne. Mais en tout cas, il va falloir le convaincre en 40 caractères. Mais ça peut être intéressant justement de travailler ces incentives très courtes. Il faut toujours fournir assez d'informations pour que le sujet soit compris de tous. Et en fait, ça aurait été de tous qu'il aurait fallu souligner. Voilà. Si on se souvient plus que c'est 8 tracks et qu'on reçoit ça, alors on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est quelqu'un qui me parle? Est-ce que c'est... Je ne sais pas ce que je dois faire, donc je ne comprends pas l'intérêt. Je sais plus ce que propose l'application et je ne sais pas ce qu'on veut. Donc au final, là-dessus, je suis totalement perdu. Voilà. Là aussi, c'est une notification qui ne sert à rien. Je sais qu'il y a une number alert, mais il faut que je fasse une autre action différente qui n'est pas du tout directement liée à la notification pour comprendre de quoi ça parle. Donc là, c'est le même cas d'usage. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est des trucs vraiment à éviter. Le ton du message doit s'adapter aux 3C. Alors ça, c'est quelque chose d'assez connu en marketing.
Donc le contexte, la culture et la personnalisation en dernier. Donc le contexte, ça peut être un contexte géographique, comme par exemple ici. Donc là, on a une méga tornade qui arrive et on me dit d'aller chasser des Pokémon dans mon parc à côté de chez moi. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose, en fait, on se dit, ouais, mais Pokémon, c'est automatique, enfin, ils envoient leurs notifications. Sauf qu'on pourrait quand même essayer de se connecter pour éviter qu'il y ait des gosses qui se fassent aspirer par une tornade. C'est quand même plus cool. Donc ça, effectivement, c'est l'un des exemples de contexte, mais ça peut être un contexte de temps, d'envoyer à la mauvaise heure. Typiquement, ça, je pense que ça nous arrive presque à tous, où on est inscrit sur des sites américains qui, eux, en fait, envoient des notifications en pleine journée, mais nous, ça tombe à 3h du matin, ou des mails, généralement. C'est pas très agréable. Ensuite, il y a la culture. Donc l'idée, c'est comment on s'adresse aux gens. Donc effectivement, si tout d'un coup, alors là c'est un exemple un peu abusé, mais si par exemple votre grand-mère recevait ça, en fait, bah, tout de suite, bon, déjà pourquoi la Grindr, mais l'idée c'est surtout de se dire une communication en emoji pour une personne âgée, même si ça fait cool, même si ça fait tendance, c'est pas toujours le meilleur moyen, surtout que là c'est carrément une charade, un peu salace, donc du coup, vaut mieux éviter. Et enfin, la personnalisation. Donc ça, c'est l'exemple de Duolingo, qui d'ailleurs se sont améliorés depuis. L'idée, c'est quand on s'inscrivait sur Duolingo, en fait, donc j'avais juste inscrit, j'avais posé aucune préférence sur les langues que je voulais apprendre, et du coup, ils m'envoient des notifications pour apprendre toutes les langues, absolument toutes les langues de leur catalogue. Donc j'ai le choix, c'est génial, par contre, ça pourrit un peu mon interface de notification sur le lock screen. Donc c'est pas super non plus, et c'est pas vraiment personnalisé, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me correspond. On a des bons exemples, Uber, Netflix, c'est toujours les mêmes exemples qu'on sort, mais au final, c'est des exemples assez simples qui soit reprennent mon nom, soit me donnent du contexte. Donc ça, c'est pour Uber, mais ce qui est logique parce que c'est moi qui ai initié l'action, et donc c'est un suivi. Par contre, pour Netflix, voilà, c'est généralement des contenus assez pertinents, et je pense que pour des petits produits, même en mode startup, on peut trouver des chemins de notification assez intelligents et personnalisés sans avoir les algorithmes de Netflix qui, eux, effectivement, sont méga précis. Ensuite, on parle du support. Donc là, on a beaucoup balayé, effectivement, les notifications, surtout sur smartphone. Mais il n'y a pas que le smartphone. Donc, aujourd'hui, la génération Y, elle scrolle en moyenne l'équivalent de 90 mètres sur les smartphones par jour. Donc ça paraît pas énorme. Sauf qu'en fait, on ne scrolle jamais comme ça, enfin en poussant tout l'écran. On fait ce qu'on appelle des impulsions de scroll, qui sont entre 1 et 1,5 cm. Donc 90 mètres, au bout d'un moment, il y a quand même un marathon qui s'installe, qui est pas trop mal. Donc du coup, c'est assez hallucinant. Donc du coup, il faut quand même les inciter à continuer, en tout cas pour qu'ils utilisent notre produit. Donc chaque support correspond à des objectifs précis de ciblage, c'est ce qu'on disait. Donc là, on a un petit tableau assez simple, où on voit donc les push, les emails, les notifications in-app et le newsfeed. Ce qu'il faut savoir, c'est que le newsfeed, on ne le considère jamais comme un espace de notification, mais en soi, c'est un espace de communication. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir des produits dans le newsfeed. Si sur Facebook, vous êtes un produit qui offre des services plutôt qu'un produit, vous pouvez très facilement annoncer des nouvelles fonctionnalités, etc. dedans. Et ça fait partie des notifications. Donc ces 4 supports, ils sont classés en fait sur du contenu simple ou du contenu riche et en fonction de l'urgence. Donc effectivement, dans l'urgence, on va privilégier des supports où ça peut vibrer dans la poche. Et dès qu'il y a moins d'urgence, on va inclure ça dans les apps ou dans le newsfeed. Voilà, c'est un petit tableau de référence qui marche plutôt bien. Alors celui-là, c'est mon préféré. Donc il faut favoriser le transfert de support afin de ne pas perdre le fil de la sollicitation. Enfin, c'est mon préféré, mais c'est celui que je déteste aussi le plus. Donc j'ai appelé ça transfert de support, je ne sais pas si c'est le nom savant là-dessus, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et donc il y a 2 types de transfert de support, le mineur et le majeur. Donc le mineur, ça s'apparente à ça. Je suis sur Facebook, j'ai une pub pour le dernier Spider-Man, je clique dessus et en fait j'arrive sur le site PlayStation, mais vraiment sur la page d'accueil. Et du coup là il y a un bug mental qui se fait, très très simple en fait. C'est juste que moi j'ai cliqué sur Spider-Man et je m'attendais à voir Spider-Man. Il y a un principe très très simple en UX qui dit quand on pousse la porte des toilettes, on n'a pas envie de se retrouver sur scène ou devant tout le monde. L'idée c'est que généralement c'est pressant. Et là c'est la même chose, c'est de se dire si je clique sur Spider-Man, j'aimerais qu'on m'amène sur Spider-Man. Et ça se fait aujourd'hui avec le Deep Link par exemple, sans problème.
Et ça, c'est un vrai cas, enfin, j'ai pas faké le truc, c'est vraiment, on tombe sur le site PlayStation sans ciblage. Donc ça, c'est un transfert mineur qui fait un peu bugger, mais généralement, ça va. Voilà, on est un peu perdu, forcément. Et ensuite, il y a le transfert majeur. Alors le transfert majeur, celui-là, il m'exaspère encore plus. Le transfert majeur, c'est quand on change carrément de support. C'est-à-dire que là, j'étais sur smartphone et je reste sur smartphone. Là, je vais changer de support. Donc par exemple, et je pense que ça nous arrive presque à tous, arriver sur un site d'une app, parce que je suis sur mon ordi, je vois une nouvelle app ou un article qui en parle, et j'ai ces deux petits boutons en bas, télécharger sur l'Apple Store. Et donc j'y vais. Et là, on me dit, cette app est valable seulement sur ton téléphone. Et du coup, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir eu un bouton pour l'Apple Store si au final c'est pour me dire va ensuite sur ton device. Donc alors là, c'est le méga bug mental, là je ne sais plus trop où je suis, il n'y a plus rien qui va. Et en fait, vraiment, c'est vraiment des fatigues. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois de ne pas télécharger l'application juste à cause de ça. Mais en fait, j'oublie aussi, parce que je vois le petit bouton et du coup, je me dis, ah, cette fois, ça va marcher. Et en fait, ça ne marche jamais. Les notifications sont différentes. Pourquoi devraient-elles toutes avoir le même design? Alors tout de suite, on se dit, bah, déjà techniquement, c'est compliqué de designer une notification. On peut mettre que du texte. On s'est habitué en fait avec des nouvelles normes, comme par exemple Bootstrap, qui sont justement des sortes de stylisation des sites assez communes, à par exemple ce type d'alerte. Donc vert pour le succès, rouge quand ça va pas, et après on a des états intermédiaires en tout cas. On s'est habitué à tout ça, et pourtant dans les notifications, elles se ressemblent toutes. Sur Android, ils font des petites expériences qui sont assez intéressantes. Donc en fait, on peut voir les deux notifications du haut. Donc on voit bien, grâce au logo, que les deux viennent de Google. Mais il y en a une, grâce au petit picto, qui parle de la météo, donc en temps réel. Et il y en a une autre, grâce à la petite balle de baseball, qui parle d'un match, en tout cas, qui est aussi en cours. En bas, on a même, alors ça doit être des petits widgets avec Chrome, vu le logo, mais on a même les résultats d'élections en direct, en fonction des régions. Donc ça, c'est encore à l'étape d'expérimentation. Mais c'est déjà intéressant de se dire que on a des designs légèrement différents par rapport aux notifications. Si vous pensez notification sur iOS, on ne peut pas customiser, n'oubliez pas qu'on a des emojis. On a un emoji de check, on a un emoji d'erreur. Si vous mettez ça avant de commencer votre message, vous créez une typologie de notification très facilement. Et ça, c'est possible. Ensuite, on a le moment. Alors le moment, c'est un enjeu critique dans les notifications. Aujourd'hui, on est à une génération, enfin surtout les dernières, qui ont ce qu'on appelle l'instant gratification. Donc on veut tout de suite, quand on veut et juste comme on veut. Donc c'est assez compliqué de contenter cette génération parce qu'il n'y a pas de concession possible et ils sont très très durs, en tout cas après même sur les réseaux, il n'y a pas de pitié pour les produits en tout cas. Donc comment on peut essayer de leur donner le contenu au bon moment et en même temps les satisfaire sur leurs attentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un moment est toujours lié à un contexte, donc on en parlait tout à l'heure du contexte. Plus dans le détail, ici on peut voir les différences entre email et message dans l'application, donc ça veut dire l'utilisation active du téléphone, c'est pas quelque chose que j'ai dans ma poche. Donc on voit avec les heures de la journée, donc effectivement on a des créneaux qui commencent à se dessiner. Pour les notifications push, donc au final on voit que sur la fin de journée, dès qu'on en a marre de travailler généralement, voilà, on en ouvre de plus en plus. Donc du coup on commence à dessiner des créneaux horaires qui sont universels. Le mercredi de 14h à 15h, dès que les gosses sont enfin dans l'activité. À 20h, donc c'est le milieu de semaine et je suis ouvert aux suggestions. Le samedi matin, donc pour avoir des suggestions de quoi faire, en tout cas, essayer de m'alimenter en suppositions. Et à 20h, c'est justement qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Donc ça, c'est des pics plutôt générationnels. Et le dimanche, le dimanche, généralement, on planifie rarement des choses. Et donc du coup, de 11h à 11h50, ce qui est là une fenêtre beaucoup plus réduite parce qu'il va falloir que je me décide, en fait, on peut communiquer. Sauf que le problème, c'est que si aujourd'hui, ça c'était la clé de l'univers des moments où on peut communiquer avec l'utilisateur, à 11h le matin, le dimanche, ce serait vraiment un bordel. Et du coup, on n'arriverait vraiment plus à gérer. Donc, les contextes et le moment dépendra aussi de votre produit, bien entendu. Et là, on parle des communications que vous, produit, allez avoir avec l'utilisateur. Tout ce qui est auto-généré par l'utilisateur,
par exemple un message sur Facebook ou quelqu'un qui nous rajoute en ami, c'est totalement indépendant de votre contrôle, parce qu'au final, c'est une action générée par l'utilisateur. Là, on parle vraiment des notifications produits. Les sollicitations réduisent la concentration utilisateur sur votre produit. Donc ça, c'est aussi un super exemple. Alors, comme exemple, je prends un exemple tout con, que je vois partout. Et déjà, si vous ne faites pas ça dans votre produit, c'est déjà une grosse avancée. Concrètement, dans toutes les applications, j'arrive, je télécharge l'application, on me dit de m'inscrire, super. Déjà, on me demande quelques informations. Bon, ok, je suis sympa, je les donne. Et en fait, j'arrive enfin sur l'application. C'est top parce qu'il a fallu que je passe toutes ces étapes pour dire de pouvoir commencer. Et puis, le moment où je peux découvrir l'application, on me dit « Hey, salut, bienvenue, il y a un mail de bienvenue. » Et donc, du coup, vu que ça apparaît sur mon écran, je vais aller voir. Et là, je sors de l'application. Et là, vous avez déjà perdu parce que je suis sorti de votre produit. Déjà la première fois et de votre faute. Donc l'idée, c'est de se dire, légalement, on est obligé de faire un mail. Mais on peut le mettre à une demi-heure après ou 45 minutes après, le temps que je découvre le produit. C'est même pas un email de vérification, c'est juste un email qui me dit bienvenue et qui m'explique les fonctionnalités que j'aurais pu découvrir si je n'étais pas sorti. Donc du coup, c'est assez intéressant de se dire que cet email qu'on met automatiquement dès l'inscription, on essaye de le décaler un petit peu. Et donc ça vaut pour d'autres communications qu'on peut avoir. Si l'utilisateur accepte de recevoir de l'information, il veut rester maître des moments où il est sollicité. Donc ça va avec la notion de contrôle qu'on a vue tout à l'heure. Concrètement, dès qu'on télécharge une application et que tout de suite on reçoit hey, « vous voulez activer les notifications ?» je ne comprends pas à quoi elles servent en fait. Donc je vais dire non tout de suite. Dans tous les tests utilisateurs qu'on fait, et où au début on mettait justement directement la pop-up, parce qu'on en avait besoin en fait pour justement parler avec l'utilisateur, c'était un non mais systématique, mais il n'y a même pas eu une fraction de seconde, quoi. Ça a vraiment été non, direct, et puis je pensais que ça ne faisait pas partie du test en fait. Voilà, généralement c'est un non catégorique. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire sur les applications maintenant qu'on conçoit, c'est en fait de rajouter un clic, ce qui va totalement à l'encontre de ce qu'on peut entendre partout en marketing. Mais en fait, l'idée c'est, si on explique à quoi servent les notifications sur un écran beaucoup plus riche que les 3 lignes de la petite pop-up système iOS ou Android, si vraiment je prends le temps de montrer à quoi ressemblent les notifications et en quoi elles sont utiles, du coup, il appuie sur le bouton activer les notifications et là on peut lui mettre la pop-up système où on n'a pas besoin de détailler dans le détail parce qu'il est déjà au courant. Et ça vaut aussi pour la géolocalisation si elle est importante et si elle apporte un vrai plus à votre application. Alors là, c'est une app vraiment très axée sur la géolocalisation, mais l'idée c'est que c'est intéressant de se dire on séquence ces étapes pour en tout cas expliquer mieux ces étapes qui sont critiques, parce qu'après l'utilisateur va avoir une expérience dégradée de votre app vu qu'il n'aura pas tout ça. Ensuite, après, on a d'autres exemples comme Basecamp qui le fait très bien. En fait, on peut très facilement, et justement ça c'est aussi un autre sujet, il ne faut pas que ça soit caché, hein, les paramètres de notification. Faites pas comme LinkedIn où ils enterrent ça sous 5 menus. C'est assez irritant. Mais par contre, Basecamp font ça très bien, et en fait, justement, ils disent, ils laissent de choix, et donc soit H24, je veux tout le temps recevoir des notifications, soit justement sur mes tranches horaires, juste les jours où je travaille. Ça marche très bien parce que c'est un produit opérationnel pour du boulot. Donc du coup, c'est un super contexte. Et en même temps, la sensation de contrôle, elle est maximale là-dessus. Je sais pourquoi j'en reçois, c'est parce que j'ai autorisé. Enfin, on a la fréquence. Alors aujourd'hui, on a un syndrome qui s'appelle l'IFS, donc Information Fatigue Syndrome. C'est juste qu'on voit beaucoup trop de pubs sur Internet et ensuite surtout supports confondus, donc c'est télé, pub, arrêt de bus, etc. Et en fait, aujourd'hui, on ne lit plus les pubs, de manière générale, on les scanne en fait. C'est-à-dire que même devant la télé, il peut y avoir 3 notes. Ils avaient fait des tests où en fait, ils mettaient 3 notes et les gens savaient exactement quelle pub c'était, ce qu'ils proposaient, etc. Donc c'est quand même assez flippant, mais en fait, l'idée, c'est qu'on ne lit plus les pubs. Ou on va les lire la première fois si c'est nouveau, et ensuite, on va juste scanner. Donc il faut se différencier, en tout cas là-dessus, et surtout éviter de trop surcharger tous les jours, à la même heure, même fréquence, l'utilisateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin moi c'est quelque chose qui m'a assez pollué, mais on a ça aussi. Allez, il n'y a plus de son du coup. Merci. Bonjour, je suis Olivier Kahn. Voilà, ça c'était un bon souvenir. Maintenant c'est plus le même, puis ils offrent des Bosch, donc ça va. Je vous épargne.
Donc du coup, on va éviter la duplication d'informations similaires, même à quelques jours d'intervalle. Donc il y a beaucoup de travail là-dessus, donc notamment chez Android. Normalement, je suis team Apple, mais chez Android, ils font un taf assez génial là-dessus, où en fait, on va se dire, si on a deux notifications, surtout du même produit similaire, donc là, c'est deux personnes différentes qui m'envoient un message, mais en soi, c'est juste j'ai reçu deux messages, ça va fusionner automatiquement les deux notifications. Pensez que dans un... Enfin, là, on a un choix éthique à faire ou pas. Est-ce qu'on se dit, je veux que mon produit, ça soit le plus vu sur le lock screen, et auquel cas, là, si je reçois énormément de messages, ça peut me polluer. Ou est-ce qu'on se dit, non, parce que possiblement, ça peut cacher mes communications. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir 5 messages, et ensuite, j'envoie une promo ou une nouvelle, et elle ne sera pas vue, parce qu'elle est sous les messages que je n'ai pas fusionnés. Donc, du coup, c'est à réfléchir. Sur iOS, il y a des gens qui réfléchissent même, alors ça c'est le futur entre guillemets, hein, mais c'est juste des réflexions mais qui sont vachement intéressantes où en fait, en un message, je vois les plusieurs messages qui s'écrivent. Effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui disent « Ok, je t'attends devant le bus », enfin en plein de messages, pour pas ces gens non plus, mais l'idée c'est, là au moins, ce serait fusionné en un message et ça évite d'être trop pollué là-dessus. Certaines sollicitations sont périodiques, mais la plupart du temps, elles sont sporadiques. Il fallait des mots compliqués dans cette conférence, quand même. Alors, périodique, donc c'est effectivement quelque chose de régulier, et sporadique, c'est très ponctuel, très inattendu. Donc, le périodique, les avantages, c'est qu'en fait, on définit une régularité en amont. Typiquement, le périodique, ça peut être des newsletters, ça peut être qu'est-ce qui s'est passé sur votre profil cette semaine. Et donc, je sais que ça tombe tout le temps en fin de semaine. Donc, ça, c'est défini en amont. Il y a un besoin de plus-value évidente parce que c'est un contrat qu'on passe avec l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est à lui de dire « Ok, je signe pour ça », même si la plupart du temps pour les newsletters on ne signe pas. Et du coup on établit une relation avec les utilisateurs parce que c'est un rendez-vous qu'ils attendent. Donc ça c'est le top du top, si on arrive à installer ça, c'est assez génial. Le sporadique en revanche, on n'a pas de régularité, on n'a pas de relation avec l'utilisateur, et donc pas de chocolat, forcément. Il y a un super exemple qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. C'était une app, un peu quelque chose de test, je pense que c'était un projet étudiant qui s'appelait Drawing Shopping, qui mélangeait parfaitement les deux. L'idée c'était donc un chatbot, assez simple, mais c'était lui qui te parlait en fait. Et le contrat périodique, c'était je vais te contacter tous les week-ends pour te proposer des produits what the fuck à acheter, et je vais te le proposer quand tu seras bourré. Donc en fait je sais à peu près à quelle heure ça commence à monter. Les carmélites, mais l'idée c'est que je sais jamais quand ça va tomber. Ça peut être samedi, ça peut être vendredi, ça peut être dimanche soir, je sais pas. Et donc là on a ce côté sporadique. Donc j'ai un rendez-vous que j'attends, mais en même temps je sais pas quand. Donc c'était assez drôle, donc voilà, là on voyait un petit exemple. En plus il nous parlait vraiment comme un pote bourré en fait, donc c'était assez génial et voilà pour proposer des produits de merde. Un peu comme Buy-Sheet. Peut-être s'inspirer. Donc voilà, et donc c'est très dommage que ça n'existe plus parce que c'était assez drôle d'être sollicité tous les samedis soirs. Trop de messages, ça crée des sentiments de fausse urgence et de l'anxiété inutile. Donc ça, l'idée, c'est surtout des effets très long terme. Donc en fait, il y a des tableaux, encore une fois, qui sont assez bien faits, où on définit donc est-ce que c'est critique que le user soit au courant, que c'est important, est-ce que c'est potentiellement intéressant. Et donc du coup, on va favoriser des supports, mais aussi la récurrence. C'est-à-dire si c'est critique pour l'utilisateur, il n'y a pas de délai à mettre entre le moment où il faut que ça soit envoyé et le moment où il le reçoit. Par contre, si c'est potentiellement, on peut justement dessiner ces arbres de décision où on peut en fait lui envoyer beaucoup plus tard. C'est-à-dire que si c'est un utilisateur qui a déjà consulté cette fiche, si je prends l'exemple de Netflix encore une fois, il a déjà consulté la fiche de cette série, qui vient de sortir, est-ce que c'est méga important de lui redire tout de suite? Est-ce que c'est critique? Pas trop. Donc du coup, on peut lui mettre plus tard, ou en tout cas lui remettre en avant en disant « Hey, t'as regardé ça ». Donc ils le font très très bien, il n'y a aucune critique là-dessus, mais l'idée c'est ça, c'est juste définir l'importance pour l'inclure dans la fréquence. Donc du coup, maintenant, comment on va conclure là-dessus? Donc c'était assez compliqué, comme vous avez vu, parce qu'il y a énormément de choses qui se recoupent. Chaque notification inclut ces 5 éléments. Et donc c'était pas facile de donner ces conseils et de manière juste pour l'utilisateur.
Ces 5 éléments, c'est des choses qu'on a en tête et que donc il y a des petits principes qu'on peut retenir assez facilement. La notification ou le parcours de notification qui prend tout ça en même temps, il n'existe pas. À mon avis, il n'existera jamais parce que c'est très très compliqué de concilier les objectifs business, des objectifs éthiques, techniques et légaux en même temps. Par contre, vous pouvez prendre un parti pris et vous dire moi, il y en a certains que je vais appliquer parce que ça correspond à mon produit, c'est ce que je veux recevoir comme perception de mes utilisateurs. Voilà. Et d'ailleurs, il y a même des principes qui vont l'un contre l'autre, donc c'est assez compliqué. Aujourd'hui, les notifications, elles sont perçues comme une attaque DDoS sur le cerveau. Donc les attaques DDoS, pour ceux qui ne savent pas, c'est des attaques qui font cramer les serveurs. Et donc du coup, c'est ça, on en reçoit beaucoup trop et on sature. Donc restez avec cette phrase. Les notifications sont une extension de votre produit. Quand votre produit est une merde, et ben seulement à ce moment-là, vous avez le droit d'avoir des notifications de merde. Ça c'est plus simple à vous dire. Ça fait partie de votre produit, il ne faut jamais l'oublier. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça a été méga clair, limpide. Personne. Eh ben, on va boire des bières alors. Merci.